Bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui pour aborder une question que j'entends assez régulièrement concernant les projets agricoles. Est-ce qu'il est possible de gérer, développer une activité agricole professionnelle dans le cadre d'une association? Alors, ce qu'on va voir ici, en voyant aussi toutes les conséquences, euh, notamment au niveau du modèle économique, au niveau fiscal, au niveau aussi de comment est-ce qu'on définit la position, le rôle de l'agriculteur finalement dans ce type de structure. Alors, première question, est-ce que c'est tout simplement légal? Eh bien, la réponse est assez simple. Oui, il n'y a pas de difficulté sur le principe. Une association, alors pour être précis, ici on parle pas de n'importe quel type d'association, on parle d'association soumise à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Bon, par raccourci de langage, on parle d'association loi 1901. Eh bien, effectivement, ce type d'association peut mener potentiellement des activités dans n'importe quel secteur, y compris le secteur agricole. Il existe d'autres types d'associations en droit français, comme les associations loi de 1905, qui sont les associations de culte, les associations foncières, mais voilà, ce n'est pas le sujet ici. Euh, donc, effectivement, c'est possible, alors, bien sûr, à condition que les activités agricoles étaient bien indiquées, bien incluses dans l'objet social, qui est lui-même inclus dans les statuts de l'association avec une mention comme celle que je vous ai mis en bas, voilà, à titre d'exemple, avec une formulation, on va dire, très très générique. Bien sûr, l'objet social, après que vous aurez à écrire dans les statuts d'une association particulière, eh bien, il dépendra bien sûr du projet associatif et des circonstances, du contexte de l'association. Bon, mais une fois qu'on a posé ça, quelles sont toutes les conséquences, finalement, les particularités de ce type de structure? Eh bien, la première chose à dire, c'est que particularité de l'association, c'est qu'elle a un caractère non lucratif, et même c'est même par définition, hein. Quand on voit dans l'article 1er de cette loi du 1er juillet 1901, on nous dit, sur la fin de l'article, que l'association se fait dans un but autre que de partager des bénéfices, contrairement à une société commerciale classique. Bon, donc ça c'est vraiment la règle de principe, et par défaut, une association est à but non lucratif. Hein, alors, attention, il y a souvent une confusion d'ailleurs à ce sujet-là. Le fait qu'une association soit à but non lucratif ne l'empêche pas d'avoir des activités lucratives. Après, si on respecte un certain nombre de critères qu'on verra par la suite, tant que les activités lucratives finalement permettent de générer de bénéfices qui va servir à financer les missions non lucratives de l'association, il n'y a pas de difficulté. Alors, finalement, qu'est-ce qui nous amène ce caractère non lucratif? C'est vrai qu'il a un bon nombre d'avantages. Tout d'abord, il permet à l'association de bénéficier d'une exonération vis-à-vis des impôts commerciaux, la contribution économique territoriale, qui comprend la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La TVA, l'impôt sur les sociétés. Euh, Ce caractère non lucratif également, il permet d'avoir une exonération sur les recettes qui peuvent être générées jusqu'à au maximum 6 manifestations, qu'on appelle de bienséance ou de soutien, en tout cas c'est des manifestations qui permettent de générer des recettes, encore une fois servant à financer les missions de l'association. Le fait également d'être à caractère non lucratif permet à l'association d'échapper aux législations qui sont spécifiques aux domaines des entreprises, comme le droit de la concurrence ou le droit de la consommation. Un autre point également, c'est que euh, son caractère non lucratif oblige simplement l'association à disposer d'une comptabilité transparente, mais par contre n'oblige pas à établir des documents comptables comme un compte de résultat ou un bilan, par exemple. Elle n'a pas respecté le plan comptable que respectent normalement les entreprises. Et elle doit avoir une gouvernance démocratique, mais la loi ne précise pas plus avant comment doivent être structurées les prises de décision, les responsabilités dans l'association. Ça reste quand même une grande liberté dans l'écriture des statuts. Et enfin, une association, tant qu'elle est à but non lucratif également, a globalement une bonne facilité d'accès aux subventions publiques. Alors, quels sont les critères tout de même pour être bien considéré comme un but non lucratif? Il faut que sa gestion soit désintéressée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémunération des membres, des adhérents de l'association, en principe. Euh, il n'y a pas de contrepartie à leur implication, il n'y a pas d'obligation de partage des bénéfices entre les adhérents. Autre point, c'est que les membres ne possèdent pas de part sociale, contrairement au cas d'une société,
Et globalement, ils ne possèdent pas d'éléments du patrimoine, qui font partie de l'actif, du patrimoine de l'association. Alors, bon, il y a un petit iota, une petite subtilité ici, c'est que les membres peuvent faire des prêts d'une somme d'argent, des prêts d'éléments matériels ou immatériels à l'association. euh, bien sûr, c'est un prêt, mais avec un droit de reprise. C'est pour ça qu'il y a cette petite subtilité-là. En dehors de ce cas-là, donc du droit de reprise des apports, effectivement, les membres ne possèdent pas d'éléments dans le patrimoine de l'association. Autre chose aussi, c'est qu'il faut que, quand on prend l'ensemble des recettes de l'association, les recettes issues des activités non lucratives doivent être majoritaires. Un autre point aussi, c'est que le montant des recettes annuelles qui sont, elles, issues des activités lucratives, ne doivent pas dépasser 72 432 euros, sachant que c'est un seuil qui est actualisé chaque année. Là, correspond au seuil aujourd'hui applicable en 2021. Et enfin, dernière chose, c'est quand l'administration fiscale s'intéresse à une association pour vérifier que celle-ci est bien un but à caractère non lucratif, eh bien, elle va regarder tous les éléments de son fonctionnement, il va apprécier ça selon la règle des 4 P. Alors, c'est quoi la règle des 4 P? C'est qu'elle va regarder ce qu'il en est au niveau de ses produits, de ses prix, de son public, de sa publicité. Alors, bon, pour apporter quelques précisions. Produit, c'est déjà, est-ce que le produit est bien, ou les produits développés par l'association, eh bien, est-ce qu'ils ont vraiment une utilité sociale? Et est-ce que ces produits ils viennent combler des manques? Parce que ça serait éventuellement des produits qui ne sont pas fournis par les administrations et par les sociétés commerciales sur le territoire où exerce euh, l'association. Autre point, c'est le prix. Est-ce que l'association vend au même prix que le marché, ou plutôt, et ça correspond plus à son caractère non lucratif, vend à des prix moindres que les prix qu'on va trouver dans le secteur marchand classique? Autre question, c'est le public. Est-ce que l'association vend comme une société commerciale à n'importe qui, le public le plus large possible, ou, ce qu'au contraire, et ça c'est plus cohérent avec son caractère non lucratif, est-ce qu'elle va vendre à des publics plus spécifiques, comme des publics qui seraient handicapés ou qui connaîtraient des situations de précarité sociale? Enfin, dernier point, c'est critères publicité. Est-ce que l'association fait de la publicité comme n'importe quelle société commerciale, ou est-ce qu'elle fait, et là c'est plus cohérent avec un caractère non lucratif, elle fait de la publicité spécifiquement pour faire des appels à la générosité du public? Bon, alors à noter que donc une association peut être à caractère non lucratif, mais avoir des recettes issues d'activités lucratives. Donc, les recettes annuelles issues d'activités lucratives pour la tranche de recettes qui va être au-delà de 72 432 euros, eh bien, cette tranche-là va être, elle, soumise à déclaration et à imposition. Alors, que se passe-t-il si jamais une association est considérée comme à but lucratif? Donc, elle bascule de caractère non lucratif à caractère lucratif. Euh, Ça va entraîner beaucoup de choses. Ça va faire qu'elle va être soumise à toute la fiscalité d'entreprise, la TVA, l'impôt sur les sociétés, la contribution économique territoriale, et tenir aussi une comptabilité de gestion, qui correspond au plan comptable que suit n'importe quelle entreprise commerciale. Également, ça va limiter fortement ses possibilités de bénéficier de subventions publiques. Un autre point, c'est qu'elle sera tenue de s'immatriculer au répertoire national des entreprises et établissements, et donc de disposer d'un numéro SIREN. Donc, qu'une association de loi 901 passe d'un caractère non lucratif à lucratif, c'est possible, mais eh bien, ça va avoir des conséquences vraiment importantes, puisque certes, c'est toujours une association, très bien, et soit ça, en tant que tel, ça ne modifie pas ses statuts, mais par contre, elle va fonctionner, être soumise à la législation de tout, commune à l'ensemble des entreprises, et y compris être soumise à la législation propre au secteur de l'entreprise, comme le droit de la concurrence ou le droit de la consommation. Alors, bon, maintenant qu'on a posé tout ça, comment est-ce qu'on envisage le fait qu'un agriculteur au sein de l'association soit rémunéré? Alors toujours dans l'objectif d'une association à but non lucratif. Euh, Puisque dès lors qu'on serait sur une association à but lucratif, il y a
il n'y a plus l'encadrement que je vais vous expliquer par la suite ici. Donc il y a fondamentalement deux possibilités. Soit il peut être rémunéré du fait de ses fonctions de membre du conseil d'administration ou membre du bureau de l'association. Une autre possibilité, c'est qu'il soit rémunéré en tant que salarié. Alors, d'abord, premier cas, rémunération comme membre du CA ou membre du bureau. Un seuil important ici, c'est est-ce que l'association, en moyenne au niveau annuel, pour la moyenne sur les 3 derniers exercices clos, est-ce qu'elle a des ressources inférieures à 200 000 euros ou est-ce qu'on est au-delà de ce seuil-là? Sachant que dans les ressources, ici, on ne prend pas en compte les subventions publiques. Et si l'association a moins de 3 exercices clos, c'est une jeune association, on est là dans ce premier cas de figure aussi. Donc c'est-à-dire qu'on va plafonner le salaire du ou des membres du bureau ou du CA rémunéré à 3/4 du SMIC brut, ce qui représente aujourd'hui 1165,94 €. Par contre, si on dépasse ce seuil de 200 000 euros, en moyenne sur les 3 derniers exercices clos, eh bien, on va pouvoir rémunérer des dirigeants, donc des membres du CA ou des membres du bureau, et avec un salaire qui est plafonné beaucoup plus haut, qui est plafonné à 3 fois le plafond de la sécurité sociale. Donc aujourd'hui, ça représente 3 fois 428 euros, c'est-à-dire 10 284 euros. Alors le nombre de dirigeants qui peuvent être rémunérés ici, eh bien, ça dépend du montant des recettes. Donc entre 200 000 et 500 000, on va être à 1, entre 500 000 et 1 million à 2, et au-delà à 3 au maximum. Donc, encore une fois, pour que on puisse rentrer dans ce cas de figure-là, il faut qu'on ait 3 exercices clos, donc on soit au moins dans la 4e année d'exercice de l'activité. Si on est en deçà, on revient sur le cas de figure précédent, c'est-à-dire limitation du salaire de chaque membre du conseil d'administration ou du bureau rémunéré à 3/4 du SMIC brut. Alors notez que l'on soit au-dessus ou au-dessous du seuil, il y a quand même un bon nombre de formalités, de procédures administratives à respecter. Il faut tout d'abord que cette possibilité de rémunérer les membres du CA ou du bureau soit bien prévue dans les statuts. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il faut que ça ait été soumis à un vote, à une délibération, puis à un vote de l'instance décisionnaire. Dans la plupart des cas, dans les associations, c'est l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui est compétente, mais il est également possible que ce soit le conseil d'administration. Ça dépend de ce qui est prévu dans l'écriture des statuts. Autre point aussi, c'est que doivent être annexés au compte de l'association une annexe, donc, où ils ont bien précisé le montant des rémunérations de chacun des dirigeants. Autre point, c'est que euh, lorsque au moins une fois l'an, euh, donc au niveau de l'organe délibérant de l'association, alors selon l'écriture des statuts, ça sera donc l'assemblée générale ou le conseil d'administration, eh bien, il doit y avoir une présentation d'un rapport, pardon, d'un rapport, oui, qui précise, qui détaille toutes les conventions qui ont été signées entre l'association et les différents dirigeants percevant une rémunération. Cette présentation de rapport devant être faite soit par le représentant de l'association, donc son président, ou par le commissaire aux comptes de l'association. Il faut également penser au fait qu'il y aura des déclarations à faire au niveau de l'URSSAF et paiement des cotisations sociales, parce qu'on a des cotisations sociales à payer avec un barème qui est le même que pour tout salarié. Également, il faudra faire appel à un commissaire aux comptes pour que celui-ci certifie les comptes de l'association, et donc ça suppose aussi de rémunérer ce commissaire aux comptes pour sa prestation. Et enfin, il faut fournir chaque année à la direction départementale ou régionale des finances publiques une attestation qui va détailler le montant des ressources dont dispose l'association et quelle est l'identité de chacun des dirigeants rémunérés. Bon, autre point important, autre possibilité, comment être rémunéré, cette fois-ci en tant que salarié, veut dire classique de l'association. La rémunération ne découlant pas du fait d'être membre du CA ou membre du bureau. Eh bien, il faut noter qu'il y a une règle quand même de principe, c'est que celle de l'incompatibilité entre
être dans la direction d'une association et faire partie de son personnel salarié. En principe, dans le droit du travail, on a une relation de subordination entre le salarié et l'employeur. Alors, il y a tout de même une certaine latitude pour permettre ça. Dans le conseil d'administration, on peut compter au maximum un quart de membres salariés. Euh, alors, avec une exception pour les représentants du personnel qui peuvent dépasser ce seuil-là, à condition qu'on ait une convention signée entre donc l'association et l'ensemble des salariés, et encore selon les dispositions législatives et réglementaires du Code du travail. Et un autre point, c'est qu'il est strictement interdit d'avoir des salariés au sein du bureau. Encore une fois, cette limitation, c'est pour les gens qui sont salariés, non pas du fait de leur fonction de membre du CA et du bureau, comme on l'a vu précédemment, mais qui sont simplement salariés et il se trouve que ensuite, après avoir été salariés, on les élit en tant que membre du CA. Euh, alors, donc en tant que on va dire, salarié classique, il n'y a pas de plafonnement du salaire et ça donne lieu à des déclarations à l'URSSAF, au paiement des cotisations sociales, comme donc, un salarié classique. Euh, alors ici, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Est-ce que on dépend dans ce cas de figure de l'URSSAF ou de la MSA, de la mutualité sociale agricole? Ben, à vrai dire, ça dépend des fonctions du salarié et du champ d'action de l'association. En principe, quand même, on relève de l'URSSAF, mais si l'association a essentiellement, en termes de chiffre d'affaires, essentiellement des activités agricoles, et le salarié a lui-même des fonctions qui sont liées à l'agriculture au sein de l'association, eh bien, on relèvera de la MSA. Et donc, le salarié ici, il aura un statut de salarié agricole. Alors, il faut noter ici que le choix de la structure association a certains inconvénients qui sont propres finalement au salariat, c'est-à-dire qu'on a un montant de cotisation sociale qui globalement est plus important que si la personne était indépendante. Euh, on est de l'ordre de 55% de la masse salariale. Alors que lorsque vous êtes, par exemple, exploitant agricole, c'est entre 35 et 45% de montant de cotisation sur le montant du bénéfice dégagé par l'activité agricole. Et quand vous êtes cotisant solidaire, c'est encore moins, vous êtes à 23,7%. Donc voilà, globalement, il y a un coût en termes de cotisation sociale plus important du fait de cette solution du salariat. Un deuxième point vraiment important en termes de gestion, c'est que euh, donc, quel que soit le mode de rémunération, on est sur une formalisation d'un engagement de la part de l'association au versement de salaire sur des échéances données. Donc il y a cet engagement-là qui est pris, alors que sur les cas de figure on va dire, plus classiques dans le domaine agricole, où un indépendant finalement se dégage, espérons-le, un bénéfice au cours d'un exercice, eh bien c'est à la fin de l'exercice qu'il définit si ce bénéfice il l'affecte à l'auto-investissement, s'il l'affecte à des réserves ou s'il l'affecte à sa propre rémunération. Et donc comme ça, il peut piloter cas par cas et adapter le montant, le fléchage de ces différents postes. Voilà. Donc finalement, il y a cet aspect d'engagement, de moindre souplesse dans la gestion. Un autre point également important, c'est que certaines aides publiques ne sont pas accessibles, du fait même de cette forme juridique. Donc, notamment les aides nationales à l'installation, la dotation de jeunes agriculteurs et les exonérations fiscales et sociales qui y sont liées ne sont pas accessibles. Ça s'explique tout simplement par le fait déjà qu'un agriculteur dans ce cas-là n'a pas un statut d'indépendant, il a un statut de salarié. Et il faut noter qu'un des critères pour pouvoir bénéficier des aides d'installation, c'est de faire une installation en tant qu'exploitant agricole. Or, du fait que la rémunération se passe dans un cadre de salarié, la personne salariée ne peut par définition pas avoir le statut d'exploitant agricole ou du reste le statut de cotisant solidaire. Ce qui donc l'empêche d'avoir l'accès aux aides nationales à l'installation. Également, d'autres dispositifs d'aide publique sont liés à la création et à la reprise d'entreprise, comme des dispositifs ARS, ACRE et NACRE, ne sont pas non plus accessibles dans le cadre d'une association loi 1901. Alors bien sûr, à noter, à chaque projet, avec toutes ses spécificités, chaque contexte, son montage. Et d'ailleurs, il est assez fréquent en termes de montage qu'on ait une dissociation. C'est-à-dire que on a à côté les activités à but lucratif
qui soit géré par une société civile agricole ou une société commerciale ou une société coopérative. Et d'autre part, les activités non lucratives qui soient, elles, gérées dans le cadre d'une association loi de 1901. Voilà. C'est assez classique dans le montage de projets agricoles où on a les deux volets, deux dissociés, et ça amène finalement souvent plus de simplicité, de gestion et de création. Voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ces domaines-là, je propose du conseil pour les porteurs de projets dans le montage. Je propose également un livre sur les bases du droit agricole et puis régulièrement un webinaire sur le b.a.-ba du droit agricole. Alors, qui est accessible aussi bien en édition en direct que j'anime régulièrement et qui est aussi disponible à la demande. On a un enregistrement d'une édition précédente auquel vous pouvez accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans tous les cas, les webinaires vous donnent accès à le téléchargement de tous les supports de cours et de tout un dossier de téléchargement contient beaucoup de documentation, dont tous les formulaires administratifs nécessaires à réalisation de toutes les formalités pour créer son propre projet de ferme. Voilà, ben en tout cas, j'espère que ce webinaire ce petit cours vous aura permis de éclairer votre lanterne sur ce sujet de l'association agricole. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, ben, écoutez, mettez-les dans les commentaires. Moi, j'y répondrai dès que possible. Merci pour votre attention et à une prochaine fois.